sur cette question des deux corps du roi aux deux corps de l'État, je pense que c'est sur la longue durée que l'on peut observer un certain nombre de phénomènes. De phénomènes justement de mise en spectacle du droit, mise en spectacle qui est une chose qui n'est pas si évidente que cela pour le juriste au départ. On a tendance à aborder le droit à partir des mots, à considérer, c'est un peu notre formation, peut-être plus en France qu'ailleurs également. C'est peut-être aussi un phénomène de génération. Je pense que le rapport à d'autres médiums est peut-être un peu plus développé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a, je dirais, une vingtaine ou une trentaine d'années. Mais globalement, quand on aborde le droit comme un phénomène de mots, donc comme un phénomène essentiellement abstrait. Et de ce point de vue, les deux corps du roi, c'est formidable. On a à la fois l'institution politique et juridique fondamentale de la modernité, qui est elle-même une institution abstraite, ce qui correspond très bien au fait que le droit, bien sûr qu'il a des implications très concrètes, mais il repose avant tout sur une mécanique de mots, donc une mécanique abstraite. Pourtant, dans le même temps, le droit est très largement spectacle. Spectacle au sens large, pas simplement mise en scène, c'est un des aspects, mais spectacle au sens, je dirais, presque pas étymologique, mais presque au sens des définitions classiques, c'est-à-dire ce qui s'offre au regard. Et je dirais plus largement que ce qui s'offre au regard, ce qui s'offre à la perception. Le droit, il s'éprouve, il doit pouvoir s'éprouver visuellement, il doit pouvoir s'éprouver éventuellement de manière sonore, on pense évidemment aux cloches, aux sirènes qui sont réglementées, tout un ensemble de signes qui sont justement réglementés parce que bien sûr qu'il y a des mots, mais il y a des supports, il y a des documents, il y a tous ces ensembles de rites, symboles, formules, formulaires, procédures, documents divers, inscriptions, et j'irais même jusqu'à dire signatures, qui en elles-mêmes, j'y reviendrai, sont aussi des éléments, je dirais, visuels et qui doivent permettre d'éprouver une dimension juridique. L'État moderne, là-dedans, en fait, par rapport à ce phénomène très large, je dirais, de toute antiquité, du rapport entre l'abstrait et le concret, l'État moderne apporte un problème nouveau, peut-être une difficulté, mais aussi un problème nouveau. Kantorowicz, quand il commence son ouvrage, il le débute par ce récit d'une discussion avec Max Radin, si mes souvenirs sont bons, et surtout par son étonnement en arrivant aux États-Unis devant le fait que l'ordre de Saint-Benoît est aux États-Unis une SARL. Il dit comment un ordre monastique pourrait être une SARL. Pour lui, il y avait quelque chose d'inconciliable. Et s'ensuit une discussion avec Max Radin, et sur cette base-là, il dit mais il faudrait approfondir cette idée de la corporation unitaire. Et c'est de là, d'abord par un projet d'article, puis un autre, puis un autre, qu'il va aboutir aux deux corps du roi. Deux corps du roi comme étant une réflexion sur cette innovation, je dirais, prémoderne, innovation des 12e, 15e siècles et qui trouve son accomplissement à partir du 16e, l'idée d'une institution politique dépersonnalisée ou impersonnalisée, pour utiliser les termes précis de Kantorowicz. Sauf que ça ne marche pas tout à fait aussi simplement que cela, et la dépersonnalisation ou le double corps du roi et de l'État est en fait un peu plus ambigu, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Au départ, il y a tout d'abord, effectivement, bien sûr, le phénomène de dépersonnalisation. J'irai très très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps et que ce sont finalement les éléments les plus connus. Au départ, il y a bien sûr la personne mystique du prince, c'est-à-dire l'élévation du prince à un rang mystique par déclinaison en fait de la figure divine. J'y reviendrai là aussi si j'ai le temps, mais peut-être plus une humanisation du dieu que véritablement une divinisation du monarque, si on suit en particulier les analyses récentes de David Graeber et Marshall Sahlins. On a la figure de la majesté du Christ, qui se décline donc en majesté du roi, on le voit très bien chez les Carolingiens, en soulignant le fait que les figures que la figure royale s'inspire de la mise en scène religieuse, mais ne copie pas exactement. Il y a quand même un certain nombre de différences. L'élément le plus net, c'est la frontalité et ce que l'on va appeler finalement la figure du roi en majesté. On le voit très bien là avec la formation du dais, les attributs, le trône, dans ce psautier de Charles le Chauve. À partir de ce moment-là, la figure du roi en majesté, qui donc commence déjà à découpler le roi homme de sa fonction, cette figure va se stabiliser
Ah pardon, j'ai oublié cette image-là. Ça, c'est juste une image, c'est l'empereur Othon Ier. C'était pour souligner la dimension subordonnée qui subsiste encore au Xe siècle. L'empereur, il est au pied du Christ. Et donc, la figure de majesté dans ce bas-relief, c'est bien le Christ encore, ce n'est pas l'empereur. En revanche, très rapidement, et surtout à partir du XIIe siècle, c'est bien une image conventionnelle qui se stabilise, en France, mais pas seulement. Seul le roi souverain est en majesté, on le voit chez Philippe Auguste, Charles VII ou Louis XIV, alors que d'autres institutions, par exemple un simple comte ou en l'espèce le duc de Bourgogne, lui, va être en chevalier, une ville va mettre des symboles, des bâtiments symboliques. L'exception notable, c'est celle de Jean V, duc de Bretagne, parce qu'il tente de se hausser au rang de prince souverain. C'est sur cette base-là que se développe justement l'idée d'un corps mystique de l'État. Au XIVe, XVe siècle, ce qui était en germe depuis le XIIe se concrétise dans cette fameuse mise en scène et théorie des deux corps du roi, qui a été analysée par Kantorowicz et prolongée par les travaux de Ralph Guizet, notamment sur la question des funérailles. Dans le même temps, théologiens et canonistes développent depuis le XIIe siècle l'interprétation des corporations, les universitates, comme étant des entités caractérisées par le fait qu'elles sont purement sémantiques si on suit les nominalistes du XIVe siècle. C'est-à-dire que les universitates sont des entités qui ne se réduisent pas aux éléments qui les composent, et donc on ne peut justement en faire l'expérience directe. C'est la critique des nominalistes, c'est l'analyse en particulier de Guillaume d'Occam que je résume outrageusement. La corporation donc distingue des éléments qui la composent, comme, et c'est l'un des liens avec Kantorowicz, comme la dignité est distincte du titulaire, principe posé par le droit canonique dès le XIIe siècle. En France, cela va passer par la conceptualisation de la couronne, notamment, mais pas seulement. Ailleurs, on a d'autres figurations. Là, je ne suis pas allé chercher des images très inédites. Une figure très connue, qui est la fresque d'Ambrogio Lorenzetti, 1338 environ, à Sienne. C'est une fresque qui a été énormément commentée, en particulier par Skinner, en particulier par Rosa Maria Dessi, et dernièrement, en 2013, si mes souvenirs sont bons, par Boucheron dans Conjurer la peur. Pardon. Donc beaucoup de commentaires sur cette image. J'insisterai juste sur quelques détails. Le fait qu'il y a bien là la figuration d'une institution à travers des dimensions morales, les vertus qui sont au sommet, qui sont ici, enfin le rang supérieur, des dimensions humaines qui sont en dessous, et puis au centre, cette figure en majesté que l'on ne parvient pas à identifier. Il y a quantité de commentaires sur ce personnage. Est-ce que c'est la raison, le bon gouvernement? On ne sait pas trop. En tout cas, ça ne peut pas être un prince puisque c'est une commune, Sienne. Mais on reprend quand même la majesté. D'une part, je souligne la dimension hiérarchique. La majesté est bien supérieure, les vertus en dessous, et en bas, ce que l'on voit là, ce sont les 24, ce sont les fondateurs en fait de la commune au XIIIe siècle. Ce qui veut dire deux choses. C'est-à-dire que la figure de majesté n'est pas identifiée, d'une part, et que d'autre part, le gouvernement effectif n'est pas représenté. Le gouvernement à cette époque-là, en 1338, c'est le gouvernement des Neufs. Il siège devant la fresque. Et donc, on se dirait, c'est logique, ils sont présents, donc ils n'ont pas besoin d'être représentés, certes. Mais du coup, il y a quand même une forme de bizarrerie, c'est que du coup, la dépersonnalisation se joue dans une personnification, alors que le gouvernement effectif est effectivement présent, lui, n'est pas figuré. C'est déjà un premier trouble. On le voit bien, là je vous ai présenté simplement de manière un peu plus détaillée les différents éléments. Parallèlement, vous avez donc les effets du bon gouvernement qui prolongent la dimension concrète. On part de cette figure abstraite en majesté, on descend hiérarchiquement vers les origines historiques, et on se déploie après dans les effets dans la ville et dans la campagne, opposés à la cour de tyrannie. 3 siècles plus tard, Thomas Hobbes rédige son Léviathan. L'image, là aussi, est très connue. L'image est très connue et on semble aboutir là pleinement à la figure de la dépersonnalisation. C'est-à-dire, bizarrement, la dépersonnalisation de l'État passe à travers la reprise de la figure de majesté, mais comme une figure qui personnifie une entité supra-humaine.
C'est-à-dire qu'au fond, on ne représente pas un homme qui est titulaire d'une charge, mais une institution sous la figure d'un homme. C'est bien connu, le propos de Hobbes, tel qu'il est représenté ici, soit par Wenceslas Hollar, mais plus probablement par Abraham Boss, si on suit l'analyse récente de Horst Bredkamp, cette figure-là, c'est une figure qui totalise la communauté politique, qui forme la communauté politique, c'est donc très clairement justement une universitas qui pacifie la société, comment? En tenant les deux institutions socles, on dirait du Bonald avant la lettre, le glaive pour l'institution civile et la crosse pour l'institution religieuse. Il tient les deux, et c'est par cela, et avec ses déclinés sur les côtés en dessous, c'est en tenant ces deux-là dans chaque main qu'il parvient à pacifier. Un détail important, c'est que les personnages sont de dos. Ils sont anonymisés. Donc la seule figure que l'on voit est une figure type, tandis que les sujets ou citoyens, eux, sont anonymisés et de dos. Or ça, c'est la version finale et imprimée, tandis que la version d'origine, c'est celle-là, celle qui est dans le manuscrit qui a été offert par Thomas Hobbes à Charles II. Et là, on voit les visages. Donc il y a un retournement qui a été opéré, qui conduit justement à la fois personnifier l'institution collective, tout en qui est en fait une institution dépersonnalisée, alors même que les sujets ou citoyens sont anonymisés. Le problème, c'est que derrière cela, on pourrait glisser rapidement donc du Léviathan aux allégories de la Révolution française, aux symboles. Mais le problème, c'est que la personnification, elle nous met en réalité sur la voie d'une fausse ou d'une peut-être impossible dépersonnalisation. Parallèlement au mouvement de dépersonnalisation, on observe que la personnalisation demeure, tant au plan politique, bien évidemment, qu'au plan juridique. Au plan politique, c'est très net dans le fameux tableau qui a été présenté par Pierre. Dans le portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud, c'est une figure du roi en majesté. Mais on voit bien qu'on n'est plus du tout dans la figure du roi sur son trône. Non seulement on n'est pas dans la figure d'un roi sur son trône, mais on préfigure ce que Yann disait sur la repersonnalisation, qui est donc en réalité bien antérieure au XIXe siècle. On le voit comment? Dans le fait que c'est le personnage qui est au premier plan, et que tous les attributs sont présents, mais ils sont subordonnés. Le sceptre, la couronne, la main de justice qui est là, le trône, enfin, tout est mis au rang secondaire jusqu'au trône qui est au second plan et qui est presque masqué. Donc c'est bien la personnalisation du titulaire de la charge qui apparaît et non plus l'institution dépersonnalisée. S'ensuit un phénomène, je passe sur quelques étapes, d'allégorisation. En fait, il faudrait être un peu plus précis. Il y a à la fois un phénomène d'allégorisation, une allégorisation qui repasse, comme tu nous l'as bien montré, par des figures qui sont là encore très fréquemment personnifiées, qui sont des personnifications, jusqu'au Grand Sceau de France, qui est encore utilisé, hein, qui a gardé la même, on a gardé la même image, on a viré 1848 évidemment, mais on a gardé la même image depuis 1848. Donc, et on retrouve évidemment un mélange entre des dimensions antiques et une dimension également de trône, même si ce n'est plus dans la version frontale. Évidemment, j'ai rajouté aussi les dimensions purement symboliques. Parallèlement, à partir du XVIIIe, on a aussi, enfin ça commence avant, mais ça s'accélère, c'est que parallèlement à cela, on a aussi évidemment des quantités de portraits qui sont de plus en plus fréquents depuis le XVIe, hein, mais des portraits, même depuis le XVe, on pourrait dire des portraits de gouvernants, et aussi des présentations de scènes. Mais là, on est dans le rang du réalisme, donc des moments, mais rarement de l'institution elle-même. Or dans ce même mouvement apparaît ce que je qualifierais de faux semblant du droit. D'une part, tous les signes ne se valent pas. Les emblèmes, par exemple, n'ont pas de statut propre. Il faut attendre la loi de 2003 pour que le drapeau soit protégé. Les emblèmes n'ont pas de statut juridique. Les allégories non plus. En revanche, il y a tout un ensemble de signes protégés de l'État qui prolongent le fait que, dès la fin du Moyen-Âge, la monnaie était protégée parce que c'est un enjeu régalien, mais également parce que la falsification de la monnaie est évidemment la falsification de l'image du prince. Donc falsifier l'image du prince, c'est blasphémer, porter atteinte et commettre un crime de lèse-majesté. Et cette dimension de signe protégé, qui a à la fois une valeur effective, tout en étant une valeur en même temps symbolique, se prolonge dans les signes protégés de l'État, que l'on trouve évidemment dans l'usurpation d'identité, dans le fait de porter un costume, un uniforme, les documents justificatifs ou un signe réglementé, les véhicules identiques à ceux utilisés par la police.
tout ce qui pourrait, je note l'article 433.15, produire une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, ce qui permet d'élargir très largement le spectre. J'insiste aussi, pour revenir à ce que je disais au départ, sur la quantité de spectacle, la dimension matérielle de cette institution immatérielle qu'est l'État. C'est que dans l'article 439 dans l'ancien code pénal, j'ai pris cette version-là parce que là, je trouve qu'elle est plus parlante à certains égards que la nouvelle version. Dans l'article 439 de l'ancien code pénal, quiconque aura volontairement brûlé ou détruit d'une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change d'effets de commerce ou de banque, contenant aux parents, etc. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que du coup, on a bien un statut propre aussi de ce qui est documentation et là aussi de la façon dont on peut faire l'expérience concrète, matérielle du droit. C'est-à-dire que l'expérience, on a bien le fait que ce n'est pas un simple jeu de mots, pour ainsi dire. Outrage au drapeau, je viens d'en parler. Prolongement. Prolongement, c'est un double phénomène qui se joue dans la repersonnalisation et dans la repersonnalisation contemporaine. En fait, il y a plusieurs éléments qui m'ont amené, ce que je vous dis ici, je prolonge des réflexions que j'avais entamées il y a pas mal d'années, c'est la très grande fréquence de la repersonnalisation. Là, le congrès du PCC en novembre 2021, on croirait voir le frontispice de Léviathan. Enfin, pour moi, j'ai l'impression de voir le frontispice de Léviathan. Trump, on voit bien, et on voit bien aussi un point tout à fait particulier, c'est la mise en scène de la signature des lois, avec évidemment une signature à la Trump, signature donc massive, très visuelle, signature qui est justement un acte juridique. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, dans ce qu'on observe là, c'est que l'État est certes dépersonnalisé, dépersonnalisé depuis la Révolution jusqu'aux représentants qui bénéficient d'une immunité. Une immunité, donc à la fois irresponsabilité et inviolabilité, tout en étant véritablement un acteur humain. Donc se joue un jeu trouble entre la dépersonnalisation de l'État et la forte personnalisation de ceux qui en sont les acteurs, voire de ceux qui en sont les premiers acteurs. Je souligne au passage que Emmanuel Macron, au début de son premier mandat, avait lui également mis en scène cette signature des lois. Ça a duré en fait en septembre-décembre et je crois qu'il s'est arrêté à la fin de l'année 2017. Mais on retrouve toujours, si on fait Macron signature loi sur Google Images, on aboutit à ces images qui sont signatures de plusieurs lois mises en scène à l'américaine et à la Trump. C'est peut-être aussi parce que c'était contemporain de Trump. Peut-être que quelques conseillers lui ont dit peut-être pas la meilleure des idées. On n'avait pas par contre la mise en scène de la signature. On a le geste, mais pas la présentation à la Trump. J'en conclus par là. Le point qui me semble le plus intéressant, c'est que du coup, cette dépersonnalisation de l'État, elle vient surtout masquer les très fortes personnalisations du pouvoir, personnalisations qui sont en fait une caractéristique anthropologique. Le travail de Graeber et Selins que j'évoquais tout à l'heure, qui a été publié en 2018, On Kings, souligne le fait que la dimension royale ou monarchique, avec des dimensions de divinisation ou d'humanisation et de sacralisation, c'est vraiment ce principe royal, c'est un principe anthropologique qui traverse les époques et qui n'est pas du tout enterré par l'État, loin s'en faut. Il subsiste à travers l'État, comme principe monarchique. Nous ne sommes pas dans une royauté. On a beaucoup glosé sur la monarchie présidentielle qu'est la Ve République. Mais le phénomène de très forte personnalisation du pouvoir, il ne se joue pas que du point de vue des États. Quand on pense aux grandes entreprises, aux grands groupes, pensons à Mark Zuckerberg, interrogé par le Sénat américain, qui est à la fois figure présente d'une entreprise d'ampleur mondiale et qui en même temps n'est responsable de rien. Pensons à l'ère Carlos Ghosn. Vous cherchez sur la presse, on parle d'ère Carlos Ghosn. Il y a cette très très forte personnalisation publique et privée qui fait que derrière la dépersonnalisation des institutions, publics et privés, États et entreprises, se joue une très forte personnalisation du pouvoir qui se décline de la signature jusqu'à la candidature et jusqu'éventuellement au déboulonnage. Je vous remercie.